Gaz de schiste, nucléaire, soda ou taxi, ces dossiers ont tous un point commun, les lobbies. C'est symptomatique de la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir. Je pensais avoir tout vu, ou presque, des agissements des lobbies. J'ai été menacée. Ces groupes d'influence ont investi tous les secteurs et pèsent sur la fabrique de la loi. Alors qui se cache derrière les lobbies et comment fonctionnent-ils? Si on prend la définition du dictionnaire, un lobby, c'est un groupe de pression. Alors pour y voir plus clair, on a analysé le répertoire de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Un répertoire dans lequel les lobbies sont censés se déclarer depuis 2017. Bon, tous n'ont pas encore joué le jeu, mais ce registre permet de remarquer deux choses. D'abord que les lobbies sont très variés. Il y a à la fois des organismes représentatifs, comme le MEDEF ou le syndicat des agriculteurs, des sociétés privées, comme par exemple Nexity ou Deliveroo, des associations ou des ONG, comme WWF, et des cabinets de conseil. Ensuite, on y apprend que les lobbies représentent principalement des intérêts liés à trois sujets: l'économie, l'environnement et la santé. Mais alors, comment ces groupes d'intérêts travaillent-ils? Eh bien, tout commence avant même le vote de la loi. Car plutôt que de subir la réglementation, les lobbies vont tenter de participer à son écriture, ou en tout cas d'y mettre leur grain de sel. Ils vont par exemple jouer de leur expertise en publiant des rapports, en faisant signer des études par des chercheurs de renom et en diffusant ces mêmes études dans des revues scientifiques. Des données qui vont influencer les décideurs qui, par manque de temps et de moyens, ne pourront souvent pas se les procurer par un autre biais. Les décideurs administratifs ou politiques sont en demande, et ils sont en demande notamment de données techniques, de données statistiques ou d'éléments factuels sur le secteur économique qu'ils prétendent réguler. À partir de là, les groupes d'intérêt ont un point d'appui pour faire progresser leurs idées, car c'est eux qui vont fournir une série de données techniques et statistiques aux décideurs administratifs. Les données transmises par ces groupes d'intérêt sont partielles ou ne prennent pas en compte toute la complexité d'un phénomène. Et les lobbies vont plus loin. Ils vont faire en sorte d'avoir des relations privilégiées et sur le long terme avec des politiques. Et ça, en organisant des déjeuners, en les invitant à des événements ou en jouant sur leur passé commun à l'école ou dans une autre entreprise. Le but, faire valoir leurs intérêts là où tout se décide. On appelle cela la capture de régulateurs, un terme imaginé en 1971 par l'économiste George Stigler. Les parlementaires ne sont donc pas les seules cibles des lobbies. Cabinets des ministres, hauts fonctionnaires, assistants parlementaires sont aussi approchés par les lobbies. Et cela peut même monter jusqu'au Conseil constitutionnel et au Conseil d'État, les plus hautes instances décisionnaires françaises. C'est par exemple ce qu'il s'est passé avec la loi Hulot sur les hydrocarbures. Dans l'avis émis par le Conseil d'État sur la première version du texte, plusieurs éléments clés avaient été soufflés par trois lobbies, comme la prolongation des concessions d'exploitation proposée par le MEDEF. Cette mesure viendrait contredire les pratiques usuelles. Elle doit donc être révisée. Mais alors, que reproche-t-on aux lobbies? Si les lobbies sont souvent pointés du doigt, c'est parce qu'on leur reproche d'entraver le bon fonctionnement du processus démocratique. Ils apparaissent comme une sorte de zone grise du pouvoir. Trop influencés, le regard des décideurs risque d'être biaisé et ils peuvent alors perdre leur indépendance et agir en fonction de l'intérêt des lobbies avant de penser à l'intérêt général. Dès qu'il s'agit de défendre la santé publique ou de défendre l'écologie, l'environnement, on est sur un affrontement dur entre ce qu'est l'intérêt général et ce que sont des intérêts privés et des intérêts particuliers. Donc c'est ça qui est fondamental et c'est ce qui fait qu'un député n'a pas à être une chambre d'enregistrement des desiderata, des lobbies. Son job, c'est de défendre l'intérêt général dans le cadre de la démocratie. Prenons l'exemple du glyphosate. Cet herbicide, produit par l'entreprise Monsanto, est l'un des plus utilisés au monde. En 2015, il est reconnu comme un cancérigène probable par le Centre international de recherche sur le cancer, le CIRC, une agence de l'OMS. Mais quelques mois plus tard, un avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, contredit le CIRC. Le rapport conclut qu'il est improbable que le glyphosate présente un danger cancérogène pour l'homme. Un avis fondé sur les données fournies par le consortium d'industriels qui, avec Monsanto, commercialise le glyphosate. On l'appelle la glyphosate
Task Force. Résultat, la Commission européenne va décider de s'appuyer sur l'avis de l'EFSA pour renouveler l'autorisation du pesticide pour 5 ans. Et ces pratiques sont très répandues. Un rapport publié en juin 2017 par une ONG bruxelloise montrait par exemple que près de la moitié des experts siégeant à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, vous vous souvenez, l'agence qui expliquait que le glyphosate n'était pas dangereux? Eh bien, la moitié des experts étaient en conflit d'intérêts avec les secteurs industriels régulés par cette même agence. Et encadrer les lobbies n'est pas facile, car contrairement à l'image véhiculée, leur activité est totalement légale. Oubliez tout de suite l'image d'hommes en costume sombre venant rencontrer discrètement les décideurs. Aujourd'hui, leur action n'est ni cachée ni inhabituelle. Le député de La République En Marche, Mathieu Orphelin, a par exemple déclaré avoir reçu 115 lobbies rien qu'au deuxième semestre 2018. Et ces représentants d'intérêt sont de plus en plus nombreux. Par exemple, à Bruxelles, il y a 25 à 30 000 lobbyistes, soit un par fonctionnaire. Et depuis quelques années, ils tentent de faire reconnaître leur travail. Le lobby, c'est un représentant d'intérêt dont l'expression est naturelle, légitime, souhaitable, utile dans le dialogue démocratique. Moi, je n'imagine pas une démocratie dans laquelle les intérêts ne pourraient pas être représentés et défendus. Au-delà de la légitimité, c'est utile. C'est utile parce que, ce faisant, les représentants d'intérêt apportent des informations, des données, des analyses qui permettent aux décideurs d'appréhender un sujet dans sa complexité. Une position d'ailleurs défendue par certains politiques. Ça stimule. Quand il y a des lobbies, ils sont légitimes, les lobbies dans une société. Depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, l'exécutif ne cache d'ailleurs pas ses échanges avec les lobbyistes. Il revendique d'ailleurs la présence de membres du gouvernement issus des mêmes sphères privées que les lobbies. À l'image du Premier ministre Édouard Philippe, qui fut directeur des affaires publiques d'Areva de 2007 à 2010. Alors aujourd'hui, l'encadrement de ces groupes d'influence évolue, mais il reste faible. Depuis 2016, la loi Sapin II impose par exemple aux lobbyistes de se déclarer. C'est la première fois qu'on a en France un dispositif qui encadre le lobbying. La loi Sapin II a posé un certain nombre de règles déontologiques que les lobbyistes doivent respecter. Par exemple, ils ne doivent pas avancer masqués. Ils doivent être transparents sur leur identité, sur les intérêts qu'ils défendent, ou bien encore, ils ne doivent pas utiliser de moyens frauduleux. Un an après son lancement, le répertoire de la Haute Autorité compte 1600 inscrits. Un nombre faible, mais les contrôles ont commencé pour traquer les réticents qui risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende s'ils ne se déclarent pas.